Bonjour. Alors, la Bretagne, ça vous plaît? Hier, je vous ai parlé d'un garde-chasse. Eh bien, figurez-vous qu'il est inspiré de mon arrière-grand-père, qui s'appelait donc Dutertre et qui était garde-chasse à la Théier, dans la forêt de Juillet, était garde-chasse des ducs de Thiélus. Parce que donc ce livre, Les ombres du pays de Lamé, est nourri véritablement de mes souvenirs d'enfance, non pas dans l'intrigue, hein, bien évidemment, mais les personnages, les décors aussi, les lieux, sont ceux que j'ai connus dans mon enfance. Ainsi, dans l'extrait que je vais vous lire, il va être question d'un jardin avec des fuchsias, de la poule au pot, d'un escalier ciré très pentu. Je peux vous dire que je l'ai dévalé souvent sur les fesses, cet escalier, puisqu'il était dans la maison de ma grand-mère au 5 rue Saint-Joseph à Châteaubriand. De la même façon, quand je mets des mots de catalan, des expressions dans mes romans, bien là, cette fois-ci, j'ai mis du gallo. La Bretagne, ben, il y en a deux, il y a la Bretagne bretonnante et la Bretagne qui parle gallo. Et il se trouve que donc, à Châteaubriand, on parle gallo, le taille-émaille, et nous tous deux, comme disait ma grand-mère. Voilà, donc je vous lis la suite. Mais pourquoi diantre avait-elle accepté de veiller aux préparatifs des obsèques de sa grand-tante? En fait, elle n'avait pas eu à accepter, puisque personne n'avait même pris la peine de le lui demander. Depuis qu'elle en avait l'âge, elle était la seule à s'occuper des affaires familiales, et les autres, les cousins, les cousines, et même ses propres parents, tenaient cela pour acquis. Pourquoi annuler des rendez-vous, renoncer à un week-end ou même tout simplement perdre des heures sur la route vers Châteaubriand, puisque Mélanie s'en chargeait? Elle soupira en faisant faire demi-tour à sa voiture. Finalement, c'était de sa faute, hein. Elle les avait trop bien habitués. Plongée dans ses réflexions, elle enfilait les rues machinalement sans y penser. Elle parcourut le boulevard de la République sur toute sa longueur, contourna la place de la Motte, presque vide à cette heure, et remonta la rue Pasteur vers le château. Juste un coup d'œil, plus par réflexe que par réel intérêt, vers la masse imposante du donjon d'entrée sur lequel flottait le drapeau frappé des Hermines de Bretagne, puis, avant le passage à niveau, prit à droite en direction d'Ancenis, vers la gare. L'ancêtre avait voulu faire du quartier des Vauzelles un fief le Gallois, sa demeure faisant à l'époque face à son usine d'outillage agricole qui jouxtait les voies ferrées par où sa production était acheminée partout en France et même plus loin. Mélanie gara sa petite Renault, sa voiture de Mickey, comme l'appelaient ironiquement ses collègues de la radio, juste devant le mur qui faisait le tour de la Martinière. Elle prit son sac de voyage dans le coffre et poussa la grille, baissant la tête pour éviter les grappes mauves des glycines qui se balançaient mollement sous l'arceau couronnant les piliers de briques. Elle eut un serrement de cœur. Ah, on voyait que la maladie avait diminué la grand-tante Jeanne-Marie ces derniers temps. Auparavant, elle n'eût jamais toléré un tel laisser-aller végétal. Le jardinier, qui venait encore 2 fois par semaine, aurait été sommé de rattacher sur le champ les tiges indisciplinées. De même, il était visible que la vigne vierge, qui recouvrait la façade crépie jusqu'au port du toit d'ardoise d'un épais manteau de verdure, n'avait pas été taillée depuis des semaines. Les feuilles, que l'automne naissant commençait à auréoler de rouge, débordaient sur l'encadrement des fenêtres. Avec un sourire, Mélanie laissa son imagination vagabonder. Et si, comme dans les contes qui avaient bercé son enfance, un sort avait été jeté à la Martinière, et si la végétation était en train de se refermer sur les volets blancs clos pour empêcher tout intrus de pénétrer dans la maison morte? Elle secoua la tête, la fatigue la faisait délirer. S'efforçant au pragmatisme, elle examina la bâtisse d'un œil critique. L'ancêtre avait voulu qu'elle fût à l'image de la réussite dont il rêvait, grande, haute, imposante. Pour surpasser les demeures de ses concurrents, les Huards, il avait même fait ajouter sur les pignons 2 petites tourelles qui n'avaient pas grande utilité hormis une fonction décorative, mais qui faisaient que depuis un siècle, les Castelbriantais parlaient de la Martinière comme du manoir le Gallois. Si dans son paradis, ou son enfer commence à voir, l'ancêtre la prenait, il serait comblé d'aise. Dédaignant la lourde porte de chêne à laquelle on accédait par un perron à large marche de pierre, et qu'à vrai dire on n'utilisait guère plus que rarement pour les grandes occasions, le cercueil de la grande-tante sortirait par là demain, Mélanie emprunta les 3 chemins pavés qui contournaient le bâtiment par la droite jusqu'à l'entrée de service. L'arrière de la maison était plus intime.
La façade avait été conçue pour la montre, pour asseoir la pérennité de la lignée Le Gallois, une sorte de vitrine proposée à l'admiration des concitoyens. On ne découvrait la vraie Martinière, celle où on vivait, s'aimait, se détestait et mourait, qu'en passant sur l'envers du décor, côté jardin. La grand-tante, qui s'était voulue ces 30 dernières années la gardienne vigilante de la grandeur familiale, ne s'en occupait guère, et la bonne Françoise en avait fait son domaine. Mélanie n'aurait pas pu imaginer la Martinière sans cette vieille servante, à peine moins âgée que sa maîtresse. Elle l'avait toujours vue là, bourrue et la main leste quand la jeune génération, tout à ses jeux, menaçait de saccager sa cuisine. Mais elle avait toujours des biscuits à dorer dans le four pour consoler les grosses peines de cœur comme les petits chagrins d'enfant. Jouant presque quotidiennement du sécateur, elle avait réussi à tenir à distance l'envahissante vigne vierge qui tentait sans relâche d'insinuer ses griffes pour recouvrir jusqu'à la dernière pierre de la maison. Dégagée de cette toison luxuriante, la porte de l'office aurait pu servir de modèle pour une carte postale. Enfin, si un photographe professionnel en avait connu l'existence, bien sûr. Le bâtiment, le battant, peint en bleu, était vitré dans sa partie supérieure, qui pouvait s'offrir séparément à l'ancienne. Un rosier grimpant aux délicates fleurs d'un jaune rosé rappelant la lumière de l'aurore, égayait l'encadrement de briques rouges. Mélanie ne manquait jamais de s'arrêter à quelques pas, près des fuchsias, pour contempler ce qui avait été l'entrée pimpante du paradis des vacances de son enfance. Mais déjà la porte s'ouvrait et Françoise apparaissait sur le seuil. Elle avait dû la guetter à la fenêtre. Mélanie agita la main dans sa direction. La vieille domestique était sourde comme un pot. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Mais la jeune femme la soupçonnait d'exagérer son infirmité afin d'échapper aux remarques acerbes et aux récriminations incessantes de sa grand-tante qui n'avait personne d'autre à faire tourner en bourrique ces dernières années. « Nanou! Ah ben je m'inquiétais !» Mélanie sentit ses yeux se mouiller. Qu'il était doux de s'entendre appeler par ce petit nom que la bonne Françoise était la seule à lui donner encore. Même sa mère l'avait abandonnée depuis longtemps, depuis le jour où Mélanie lui avait rétorqué, agacée du haut de ses 10 ans, qu'elle n'était plus un bébé et qu'il était temps qu'elle la vît grandir. C'est drôle, mais quand elle voyait Françoise, elle avait au contraire envie de redevenir toute petite. Elle embrassa affectueusement la vieille femme. Même si elle ne voulait pas le montrer, la mort de sa maîtresse avait profondément affecté Françoise. Elles étaient toutes deux les derniers témoins d'une époque à présent disparue. Et puis elles étaient tellement habituées l'une à l'autre. Qu'allait-elle devenir maintenant? Mélanie n'avait pas pensé à ce problème lorsque la nouvelle de la mort de sa grand-tante lui était parvenue. Mais elle se promit d'user de toute son éloquence, rodée par 10 ans de micro, pour obtenir du conseil de famille, qui ne manquerait pas de se tenir après les obsèques, qu'il la laissa finir ses jours dans cette maison où elle servait depuis plus de 60 ans. Car il ne saurait être question de vendre la Martinière, elle y veillerait. La cuisine embaumait la poule au pot. Une buée parfumée au laurier et au clou de girofle s'échappait de la marmite posée sur la gazinière, embrumant les vitres de la porte et par-delà le jardin doré par le soleil couchant qui prenait un aspect presque irréel. Petite, Mélanie appelait ce moment magique autant que fugace l'heure des fêtes. Ma bonne Françoise, ta poule au pot est toujours la meilleure de Châteaubriand. La vieille femme rosit de plaisir sous ses cheveux gris tirés en un chignon maigre comme une pelote de ficelle, preuve s'il en était que lorsqu'elle voulait, elle entendait parfaitement. Elle bredouilla quelque chose au sujet des volailles qui n'étaient plus ce qu'elles étaient dans le temps, et puis, plongeant sa longue cuillère de bois dans le bouillon frissonnant, où le moderne volatile, ainsi rabaissé au rang de pâle ersatz achevé de cuire, elle lança « Tant grand-tante est dans la chambre », au premier. Ce n'est pas une indication, plutôt un ordre. Françoise avait des idées bien arrêtées sur les convenances, et celle-ci voulait que Mélanie allât se recueillir devant le corps de sa défunte dès son arrivée, et surtout afin de passer à table. Il n'y avait pas à discuter. La jeune femme, qui avait eu son content d'émotion pour la journée, aurait préféré différer cette épreuve au lendemain matin. Mais elle ne voulait pour rien au monde chagriner la domestique. Elle se leva donc docilement. Elle en profiterait pour poser son sac dans la chambre des filles, celle qu'elle partageait avec ses cousines lorsqu'elle se trouvait à la Martinière en même temps qu'elle, à Noël ou durant les vacances d'été. Mélanie gravit lentement l'escalier de service qui menait aux chambres de l'étage. Il était très raide, et ses marches étaient impeccablement cirées, comme d'habitude.
Combien de fois ne l'avait-elle pas dévalé avec son frère ou ses cousins? Le jeu consistait à le descendre en courant, sans glisser, ni heurter du front la poutre qui traversait l'étroite cage d'escalier juste sous le plafond. La cousine Anne, qui n'avait qu'un an de moins qu'elle, y avait récolté un jour une bosse aussi grosse qu'un œuf de pigeon, et elle-même ne comptait plus les bleus sur la partie la plus charnue de son anatomie, après avoir dégringolé les dernières marches sur les fesses. Le premier étage était silencieux. Ses pas, eux-mêmes, étaient étouffés par l'épais tapis qui recouvrait le plancher. Malgré la pénombre, elle ne prit pas la peine d'allumer la lumière. Elle aurait pu se diriger les yeux fermés. Elle longea le couloir jusqu'à la chambre de la grand-tante. La vieille Françoise avait allumé 2 cierges au pied du lit d'acajou, et leurs flammes faisaient danser des reflets de cuivre sur le bois sculpté. Retenant son souffle, Mélanie s'approcha sur la pointe des pieds, comme si elle craignait de réveiller un malade. La chambre sentait le médicament, la sueur aigre et la souffrance. S'y mêlaient un relent de vieille naphtaline et un parfum passé de lavande, comme si on avait fouillé le fond des tiroirs de la commode ou des étagères de l'armoire. Sans doute Françoise pourrait trouver la courte pointe blanche qui recouvrait le corps. Jeanne-Marie Le Gallois reposait au milieu du grand lit, les mains jointes sur les grains de jet de son chapelet. La petite bougie qui brûlait dans un verre sur le dessus de marbre de la commode, devant une photo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, posait une lueur vacillante sur son visage figé. Mélanie se pencha, impressionnée. Les joues, le menton même, semblaient avoir fondu. La peau avait perdu ses rides et ses boursouflures. Elle était tendue et avait pris un aspect étrange, cireux, à la fois lisse et froid. Elle ne faisait pas vraie, comme si la grand-tante portait un masque. Mélanie luttait désespérément contre le malaise grandissant qu'elle ressentait à ce spectacle. Finalement, elle renonça à déposer un baiser sur le front de la défunte comme elle l'avait envisagé. Des morts, elle en avait pourtant vu, trop même. Des cadavres ensanglantés par la guerre, décharnés par la famine, mutilés par une catastrophe plus ou moins naturelle, des poupées désarticulées dans des champs de ruines qui auraient pu servir de décor à un quelconque film à gros budget américain. Mais cette mort ordinaire, cette vieille dame qui s'était éteinte paisiblement dans sa chambre au terme de son âge, c'était intimidant et finalement plus terrifiant. Elle n'aimait décidément pas que la grande faucheuse se fasse ainsi presque amicale, trop proche. Elle sortit de la chambre à la hâte. La grand-tante Jeanne-Marie, avec les colliers de perles de culture qu'elle portait en toute saison, du lever au coucher, l'impressionnait déjà de son vivant. C'était pire à présent qu'elle était morte. Si jamais elle avait su qu'un intrus usurpait sa place au panthéon familial depuis des années, elle en aurait fait une jaunisse. Mélanie redescendit prudemment l'escalier. Elle n'avait plus l'âge de faire de la haute voltige. En bas, Françoise s'affairait autour de la table dans un têtement de couvert. « Dépêche-toi, Manano, c'est cuit. Tu vas te gouleiller. » de régaler. La vieille domestique émaillait toutes ces phrases de mots ou d'expressions en gallo, ce patois que l'on parle dans le pays de la Mai, dont Châteaubriand était la capitale. À Paris, Mélanie aurait été bien en peine d'en livrer ne serait-ce que quelques bribes, mais pour eux-mêmes pour épater les copains. Mais ici, dans le cocon douillet de la Martinière, elle le comprenait sans effort, simplement avec le cœur. « Tiens mon assiette au chaud, s'il te plaît, se ravisa-t-elle. Il faut d'abord que je téléphone à Vive. » Vive était la jeune sœur de la grand-tante Jeanne-Marie. Bon, jeune semblait un qualificatif étrange pour une octogénaire, mais elle avait effectivement 12 ans de moins que son aînée. Son vrai prénom était Suzanne, mais nul mieux qu'elle ne savait captiver un auditoire enfantin et même adulte en contant les fabuleuses aventures des fées et des enchanteurs qui peublaient la légendaire forêt de Brocéliande. Et Mélanie avait décidé à l'âge de 5 ans que pour connaître aussi bien les secrets du vieux Merlin à la longue barbe blanche, elle devait être fée elle-même. Une gentille, bien sûr. Depuis, elle ne l'avait jamais plus appelée autrement que Viviane, Vive sa fée personnelle et particulière. Et après ça, l'enquête se continue pour essayer de trouver qui est cette petite mystérieuse morte. Alors, en fait, cette enquête, elle est double, puisque chaque chapitre est divisé en 2 parties pas forcément égales. D'un côté, l'enquête donc de Mélanie, qui est journaliste de métier et qui va partout chercher donc l'identité de la gamine, et de l'autre partie, donc, eh bien, la petite fille elle-même, qui, à l'époque, se posait des tas de questions sur ses origines, qui étaient ses parents.
Et si j'ai bien fait mon travail, eh bien, vous n'aurez la réponse qu'à la toute fin. Demain, on va encore parler d'une énigme. À demain.